Bonjour et bienvenue dans le cycle des IA. Je suis Rémi Bacha. Pour celles et ceux qui découvrent le podcast, le concept de l'émission est très simple. Dans le cycle des IA, on parle des usages de l'intelligence artificielle dans le marketing, avec un focus tout particulier sur des domaines que j'adore, l'acquisition en ligne et le search marketing. Le but, c'est de partager avec vous mes recherches sous forme de réflexion ou d'enquête, tout ça pour essayer de tirer des applications concrètes du machine learning dans nos vies de tous les jours. Alors j'ai reçu quelques avis, quelques commentaires suite à la publication du premier épisode sur Google RankBrain. Donc merci à vous, ça m'a fait super plaisir, j'ai lu tous vos messages avec attention. On m'a par exemple suggéré de publier les sources et je trouve que c'est une super idée. Alors j'ai commencé à le faire sur le blog de Data SEO Labs. Et j'ai aussi reçu mes premières propositions de sujets à traiter. Donc soyez-en sûrs, ces sujets seront analysés et feront peut-être l'objet d'un épisode dans le cycle des IA. D'ailleurs, à ce propos, j'ai pas mal de choses à vous dire dans ce deuxième épisode, alors je vous propose de tout de suite commencer. Donc dans cet épisode, qui est la suite directe de l'épisode sur Google RankBrain, on va parler de l'influence du machine learning dans le classement des pages sur Google, et donc directement des facteurs de positionnement, les fameux ranking factors. Et je partagerai aussi avec vous mes différentes remises en question qui m'ont amené radicalement à changer ma façon de penser le SEO aujourd'hui face à l'intelligence artificielle de Google. C'est parti. Comment le machine learning influence-t-il le ranking ? On l'a vu dans l'épisode 1, RankBrain permet à Google de mieux interpréter et comprendre le sens des requêtes grâce à des technologies de machine learning, mais c'est apparemment pas le seul rôle de RankBrain. RankBrain, ou en tout cas le machine learning, est également utilisé par Google dans le classement des pages. Il y a une personne de chez Google qui donne beaucoup d'infos sur tout ça. C'est Gary Illies, qui est Webmaster Trends Analyst chez Google et dont j'avais déjà un peu parlé dans le premier épisode. Et des prises de parole de Gary Illies sur le machine learning, il y en a eu quelques-unes. Au SMX 2016, il avait un peu développé sur le fonctionnement de RankBrain et il nous apprenait que RankBrain examine les données sur les recherches antérieures et, en se basant sur ce qui a bien fonctionné pour ces recherches, va tenter de prédire ce qui fonctionnera le mieux pour une requête. Donc RankBrain semble utiliser une sorte d'énorme base de données qui met en relation des requêtes, c'est-à-dire des mots ou des expressions qu'on cherche, avec des URL classées, c'est-à-dire des pages de résultats, et probablement des scores liés au comportement des utilisateurs face à ces pages de résultats. Il peut donc exploiter cette donnée, donc ce score lié au comportement des utilisateurs sur la SERP, pour voir ce qui a fonctionné. Et aussi pour prédire ce qui fonctionnera pour des requêtes avec un sens similaire, même si c'est la première fois qu'il voit la requête. Ça, on l'a vu dans le premier épisode, c'est notamment grâce à l'utilisation des word embeddings. En d'autres termes, RankBrain prédit les résultats les plus adaptés à une requête, mesure le comportement des utilisateurs et ajuste la page de résultats. Et il fait ça tout le temps. Donc c'est parfait pour introduire une notion de machine learning dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'apprentissage hors ligne versus l'apprentissage incrémental. Alors ce qu'on appelle l'apprentissage hors ligne, c'est quand on a déjà toutes les données d'avance et qu'on crée notre modèle à partir de ces données. Ça veut dire qu'on crée la formule mathématique en quelque sorte qui est capable de prédire un phénomène ou une valeur une seule fois au début et qu'on n'y touche plus. A l'inverse, dans des situations où il y a des nouvelles données qui arrivent tout le temps et que l'algorithme doit s'adapter en continu, on parle d'un apprentissage incrémental. Le principe, c'est que l'algorithme doit constamment adapter sa fonction prédictive au fur et à mesure que les données arrivent. Et c'est ce qui est utilisé dans votre boîte mail, par exemple, où en fait vous recevez des mails tout le temps et l'anti-spam doit apprendre en continu à détecter les mails spam. Donc il va ajuster ses critères de tri selon les retours des utilisateurs de la boîte mail. Donc quand vous cliquez sur marquer comme spam, en fait, vous contribuez à mettre à jour les critères de tri de Gmail. Dans le classement des pages sur Google, c'est le même principe que dans votre boîte mail. En fait, vous remplacez juste les mails par les URL qui se positionnent dans les SERP et le filtre anti-spam par l'algo de Google qui ajuste lui aussi ses critères de classement au fur et à mesure
que nos comportements évoluent. Pour en revenir à l'ajustement des critères de classement sur Google, c'est quelque chose qui a directement été confirmé par notre poteau Gary Illies dans une interview donnée au site Marketing Land, quelques mois après le SMX de 2016. Il confirmait l'utilisation du machine learning dans le classement des pages et en particulier son rôle dans les facteurs de ranking. Le passage le plus explicite de son intervention, c'est quand il explique la façon dont Google classe les pages en changeant les signaux. Il dit que les technologies de machine learning sont généralement utilisées pour produire de nouveaux signaux et agréger des signaux. Il donne même un exemple. Il prend 3 facteurs de positionnement au pif et il dit: imaginons que je veuille voir l'effet d'une combinaison du PageRank avec Panda et la fréquence du mot-clé. Si la combinaison de ces 3 éléments permet d'obtenir un meilleur classement, on peut facilement l'intégrer grâce au machine learning et créer ensuite le nouveau facteur de classement qui serait en quelque sorte un mix de ces 3 facteurs. Gary Illies précise que RankBrain est l'un des 200 facteurs de classement et que chacun des facteurs pourrait ne fonctionner qu'avec du machine learning, mais que Google, par choix, ne souhaite pas confier 100% de son classement à une intelligence artificielle. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, tout simplement parce que le deep learning fait partie des technologies un peu black box, ou boîte noire comme on dit en français, c'est-à-dire que la machine va faire des choix, trouver la meilleure combinaison possible parmi peut-être des milliers, des millions de combinaisons, mais qu'on pourra très difficilement expliquer pourquoi elle a fait tel ou tel choix. Bon, pour revenir à RankBrain, c'est donc pas 100% du classement qui est piloté via l'intelligence artificielle, mais probablement une bonne partie, et c'est ce qui peut expliquer un phénomène que vous avez probablement déjà remarqué si vous travaillez dans le domaine du SEO. Les facteurs de classement peuvent être très différents d'une thématique à une autre, d'un site web à un autre, d'une requête à une autre. Je vais prendre un exemple ultra simpliste pour essayer d'illustrer ça. On pourrait imaginer que vous voulez vous positionner sur la requête montre connectée. Donc vous avez taffé votre stratégie SEO comme vous avez appris à le faire, c'est-à-dire que vous avez travaillé votre technique, ça a l'air OK, le contenu a l'air OK, vous avez fait quelques liens et finalement ça change rien. Vous avez l'impression que vous êtes au max, mais ça bouge pas. Et ça, c'est une situation qui est très 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 courante en fait. Et ce qui peut se passer, c'est que ce qui va aider à se positionner en première page sur Google, c'est peut-être la combinaison d'un grand nombre de backlinks en provenance de sites en .edu en particulier, plus la présence du mot-clé principal dans la balise title, plus X autres critères que vous n'aviez pas travaillé. Alors que pour se positionner sur une autre requête, on va prendre drone caméra, le nombre de backlinks et la balise title n'ont aucune importance. Et ce qui va primer, ce qui va faire la différence, c'est surtout le temps de chargement de la page et le développement de certains sujets connexes au drone caméra dans le contenu principal de la page. Bon là c'est vraiment pour illustrer, j'ai pas regardé en détail ce qu'il fallait pour viser la première page sur ces 2 requêtes, mais je pense que vous avez compris l'idée. En tout cas, ce que je me dis, c'est que si une IA, RankBrain ou autre, peu importe comment on l'appelle, est capable de contrôler en partie le classement des résultats sur Google et de les ajuster tout le temps, eh bien en fait c'est de plus en plus compliqué de savoir précisément quel facteur de classement il faut travailler dans une stratégie SEO si on veut améliorer le classement de ces pages. Aujourd'hui, je trouve qu'on peut difficilement affirmer à 3000% que quelque chose fonctionne en SEO. Par exemple, dire que les liens fonctionnent ou que les liens ne fonctionnent pas, eh ben c'est un peu compliqué aujourd'hui. Ceux qui disent que ça fonctionne ont plus ou moins raison, au même titre que ceux qui disent que ça fonctionne pas. Parce que selon le mot-clé, selon sa typologie, est-ce qu'il est commercial? Est-ce que c'est un mot-clé plutôt orienté news? Est-ce que c'est un mot-clé plutôt orienté information, etc. Selon la thématique, selon la temporalité, ça peut être complètement différent. Et ça peut amener à plusieurs situations un peu perturbantes. Par exemple, des facteurs qui sont notoirement reconnus comme ayant très peu ou pas du tout d'importance pour le positionnement d'une page. Par exemple, le fait que le nom du propriétaire du nom de domaine soit caché,
ou alors la durée d'enregistrement du nom de domaine, ça on sait que ça a pas beaucoup de valeur, voire pas du tout de valeur, dans le classement des pages. Et bien en fait, des critères comme ça pourraient, on n'en sait rien, dans un contexte donné, pour une requête donnée, devenir les facteurs les plus significatifs. Il faut garder à l'esprit qu'on parle d'une intelligence artificielle qui gère en partie elle-même le classement, selon ses propres concepts et ses propres données. Et à partir de là, si on extrapole un petit peu, il y aurait qu'un pas pour que Google décide de pousser un peu le curseur et de laisser encore un peu plus de place à l'IA. Et ça pourrait amener à des situations totalement inédites. Par exemple, le classement de pages ou le déclassement de pages même sans raison apparente. L'IA pourrait faire des erreurs et certaines de ces erreurs pourraient passer totalement inaperçues. On pourrait, en allant encore un peu plus loin, même imaginer une forme d'ultra-personnalisation des résultats de recherche. Dans le contexte qu'on connaît, avec la montée en puissance des interactions vocales, notamment avec Google Home et tous les autres assistants personnels, et puis tout ce qui est recherche visuelle, avec Google Lens par exemple, et avec des capacités un petit peu plus cognitives, eh bien, l'IA, elle pourrait décider de classer les résultats selon de toutes nouvelles typologies de données. Par exemple, la reconnaissance des visages, ou la reconnaissance des sentiments via l'image du visage, ou alors via les sentiments dans la voix, ou la voix en elle-même, la tonalité de la voix, l'accent de l'internaute, etc., pourrait, pourquoi pas, un jour contribuer au classement des pages. J'avais publié il y a quelque temps sur mon blog remybacha.com une série d'articles que j'avais aussi appelé le cycle des IA, qui était un peu annonciateur de ce podcast, et dans lesquels j'avais interrogé des experts du domaine du SEO sur leur ressenti par rapport à la montée de l'IA chez Google. Donc n'hésitez pas à aller les lire, c'est super intéressant, c'est en 3 parties, et ça regroupe une bonne compilation, on va dire, d'idées, de pistes techniques à creuser, et de réflexions pour alimenter votre R&D. Moi j'avais appris plein de trucs en faisant ces interviews, en faisant ces articles, alors je pense que ça devrait vous intéresser aussi. On a parlé des facteurs de ranking, et on a un peu parlé de ce que j'ai appelé le score utilisateur. Donc c'est en quelque sorte le signal que Google va exploiter pour savoir si une page de résultats correspond bien à l'attente des utilisateurs pour une requête donnée. Je vous propose de rentrer un peu plus dans ce score utilisateur et d'introduire un autre algorithme de machine learning que Google utilise. Facteur de ranking et learning to rank. En testant des combinaisons de signaux, Google espère trouver la bonne, c'est-à-dire celle qui permet d'obtenir le meilleur classement possible. Et cette notion de meilleur classement, elle se traduit directement dans le comportement des utilisateurs. Est-ce qu'ils cliquent ou est-ce qu'ils reformulent leur requête? Où est-ce qu'ils cliquent le plus? Combien de temps ils restent sur la SERP? Est-ce qu'il y a du pogo sticking, c'est-à-dire est-ce qu'ils visitent une page puis reviennent directement sur la SERP pour cliquer sur un autre résultat? Et tout ça, on peut imaginer que Google le traduit dans un espèce de score que j'ai appelé, moi, le score utilisateur. Ça a probablement pas ce nom-là chez Google. Mais pour schématiser, l'idée, c'est que pour chaque requête, Google analyse ce fameux score et ajuste l'importance de ces facteurs de ranking. C'est-à-dire, la conséquence de ça, c'est que la SERP est totalement mouvante, en fait. J'ai trouvé une publication scientifique de Google qui va dans ce sens. Elle s'appelle Apprendre des interactions de l'utilisateur dans la recherche personnelle via le paramétrage des attributs. C'est une publication qui a été déposée par Google en 2017 sur ia.google. Et on y apprend que Google peut analyser le comportement de l'utilisateur pour analyser la relation entre les requêtes et les pages présentes dans la SERP. En gros, est-ce que l'utilisateur qui a tapé telle requête, par exemple drone caméra, est content de la SERP ou pas? Et en fonction de si l'utilisateur est content ou pas, eh bien Google va changer l'ordre des résultats, voire changer les résultats. Ça, c'est un type d'application du machine learning qui s'appelle le learning to rank. Alors, il y a plein de façons de le nommer. Vous allez peut-être en entendre parler sous le nom de Machine Learned Ranking ou l'acronyme MLR, LETOR, LTR. Bref, tout ça, c'est la même chose, c'est le Learning to Rank.
Faut savoir que c'est pas uniquement utilisé par les moteurs de recherche comme Google, Bing, etc. En fait, il y a pas mal de sites qui en utilisent sur leur propre moteur de recherche interne. Par exemple, Airbnb, Expedia ou LinkedIn, il y a des très bons articles qui parlent notamment de la façon dont LinkedIn l'utilise pour la recherche de job, la recherche de personnes ou la recherche d'employeurs. C'est super intéressant, je vous invite vraiment à aller lire ça. Et le learning to rank, en fait, c'est bien du machine learning, mais à l'inverse d'autres approches machine learning, où on va prédire, par exemple, une classification ou un chiffre, eh bien avec le learning to rank, on va prédire un ordre pour une liste d'éléments en se basant sur les caractéristiques de chaque élément. On l'a vu, Google, avec ses différentes utilisations du machine learning, est capable d'associer des requêtes par intention, même si elles n'ont rien à voir au niveau de la syntaxe. Il est aussi capable d'apprendre à adapter sa page de résultats au comportement des internautes, et il sait aussi adapter ses facteurs de positionnement, les signaux, à chaque requête et les mettre à jour en permanence. Et la question que je me suis posée, et que vous vous posez peut-être aussi, c'est est-ce qu'on peut encore penser sa stratégie SEO de la même façon face à une intelligence artificielle? Et ça m'amène à la dernière partie de ce podcast. SEO à l'ère de RankBrain. Je me suis demandé, en fait, quelle est la pertinence de toutes les sources d'infos que j'utilise pour me tenir à jour en SEO? Quelle est la pertinence de toutes ces vidéos, de tous ces blogs que je lis, de toutes ces recettes SEO, de toutes ces sources d'informations finalement assez diverses sur lesquelles je passe pas mal de temps au niveau de ma veille, au niveau de mon apprentissage du continu du SEO. Et est-ce que toutes ces infos sont vraiment valables en fait? Est-ce qu'une étude généralisée de facteurs de ranking a encore du sens quand on sait que le moteur de recherche adapte ces facteurs à la requête? Est-ce qu'un article de blog qui dit top 10, top 20 ou top 100 des conseils SEO pour être premier sur Google a encore du sens, encore une fois, face à du machine learning qui adapte ces critères en permanence, et ça à la requête? Et cette prise de conscience, pour moi, c'était un peu la douche froide finalement. Avec un peu de recul, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser autant aux data science et que j'ai eu envie de me former pour mieux comprendre le fonctionnement de Google et par extension, le fonctionnement du SEO d'aujourd'hui et même d'essayer de voir un petit peu plus loin. D'ailleurs, j'en avais écrit un article qui s'appelle Data Science SEO, une brève histoire de mon avenir. Il y a même une vidéo, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse, c'est sur mon blog remybacha.com. Ces différentes mises à jour de Google, elles ont fini par amener chez moi une petite révolution dans ma façon de faire du SEO. En fait, aujourd'hui, j'essaie surtout de placer le reverse engineering au centre de mes projets. C'est-à-dire d'étudier les facteurs de ranking pour chaque page que je veux positionner. Et pour ça, l'idée, c'est par exemple d'utiliser une approche machine learning pour étudier le fonctionnement de Google dans la niche qui m'intéresse. En gros, j'essaie d'utiliser l'IA contre l'IA. Bon, c'est un peu téléphoné, mais vous comprenez l'idée. Et vis-à-vis de la façon dont je consomme l'information en SEO, je pense que ça a amené chez moi un petit peu plus d'esprit critique, c'est-à-dire une remise en question de tout ce que je peux lire, toutes les recettes SEO sur lesquelles je peux tomber, et puis les études de facteurs que je peux trouver. Et je dis pas qu'elles sont fausses en fait, mais dans beaucoup de cas, il y a des généralités qui sont tirées de cas particuliers, et c'est ce qui me dérange un peu. Je pense que le SEO, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de croyances, beaucoup de raccourcis, des corrélations parfois un peu hasardeuses entre des actions et des résultats qu'on peut avoir. Et j'en ai probablement fait énormément moi-même, mais je vous invite vraiment à essayer de réfléchir à ces croyances SEO que vous avez et à les remettre en question constamment, c'est-à-dire essayer d'emprunter quelques éléments comme ça, par-ci par-là, à la méthodologie scientifique. Et surtout à enquêter le plus possible pour chercher des preuves. Ce deuxième épisode du cycle des IA est maintenant terminé. Merci de m'avoir écouté. Et encore merci pour vos retours suite au premier épisode. La formule a un petit peu changé, j'ai essayé de suivre vos conseils, j'espère que ça vous plaît. Si vous avez fait d'autres découvertes sur l'utilisation du machine learning dans les moteurs de recherche,
n'hésitez pas à me les envoyer sur Twitter, @RémiBacha. Je pourrais en parler dans un prochain épisode avec grand plaisir. Le cycle des IA est un podcast Data SEO Labs. Ce sont des formations à la data science et au machine learning accessibles sans connaissances techniques. Elles sont destinées aux professionnels du marketing digital et du e-commerce. Donc si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur le site dataseolabs.com. Eh bien écoutez, je pense qu'il est l'heure de vous dire au revoir et surtout de vous dire à bientôt pour un prochain épisode du cycle des IA. D'ici là, enquêtez bien. Ciao!